l'émission On est bien chez toi, il est bon ton café by FCE Côte d'Azur, présenté par moi-même Emmanuelle Rochard. Et aujourd'hui, c'est Whitney Amouyal qui nous reçoit chez elle dans son canapé. Comment tu vas, Whitney? Je vais très bien, merci Emmanuelle. Merci de nous recevoir chez toi dans ton intimité. Je vous rappelle le concept très simple de l'émission. On va passer un petit moment entre filles avec Whitney. J'ai quelques questions pour elle à lui poser sur sa vie professionnelle et personnelle pour apprendre à mieux la connaître et espérer bien évidemment de vous inspirer tout autant qu'elle nous inspire au quotidien. Merci. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à rebondir. On se fera un plaisir de les lire et de vous répondre ultérieurement. Et puis si t'es prête, on va commencer. On y va. Allez, c'est parti. Jingle. Ma toute première question pour toi, c'est déjà quel est ton rôle de chef d'entreprise, à quoi ça correspond, qu'est-ce que tu fais exactement, quel est le nom de ta société et que fait ta société? D'accord, alors je m'appelle déjà Whitney Amouyal, voilà, je suis audioprothésiste depuis 13 ans et je suis audioprothésiste à mon compte et j'ai ouvert mes cabinets sous l'enseigne Sonance Audition depuis 5 ans. Le premier cabinet est à Valbonne, j'ai créé le second à Grasse. Et là, on a débuté les travaux du 3e établissement. Super. C'est un peu le teasing. Il est où? À Saint-Vallier-de-Thiers, dans la maison médicale de santé. Super. Ok, donc t'es vraiment sur un énorme secteur couvert et tout. C'est ça. Okay. Et je suis également vacataire à l'hôpital de Grasse. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu fais au quotidien en tant que chef d'entreprise? Du coup, quelles sont tes casquettes? J'en ai plusieurs. Déjà, je suis toujours beaucoup à l'opérationnel en cabine, donc je fais beaucoup mon métier. Ok, donc tu as toujours ton métier de base de prothèse. D'ailleurs, ça prend la plupart de mon temps parce que j'ai une consultation à temps plein. Okay. Et donc, j'accueille le patient, je propose des solutions auditives et je l'accompagne dans sa démarche prothétique. Et dans mon rôle de chef d'entreprise, qui prend heureusement pas autant de temps, mais beaucoup de temps aussi. Tout ce qui est aspect évidemment financier, administratif, marketing, tout ce que peut faire un chef d'entreprise au quotidien, comptable. Voilà. Tout en gérant l'opérationnel en plus de ton cœur de métier de base. Là, l'avantage, c'est que depuis le mois de juillet, j'ai quand même un professionnel de santé collaborateur qui nous a rejoints. Et ça me permet de dégager un peu de temps pour pouvoir augmenter le développement de l'entreprise. En fait. Oui, aussi, oui, forcément. Oui. Ça va, et d'ouvrir un 3e cabinet. Exactement, voilà, on a mis peu de temps. Hein, oui, il arrive, on commence, on y va. Comment tout a commencé? Comment on passe de l'opérationnel à je monte des cabinets, je suis chef d'entreprise et je me développe? Ça faisait déjà 6-7 ans que j'étais salariée, donc on va dire qu'au niveau de mon métier, il n'y a pas beaucoup d'évolution à part le fait d'ouvrir son propre cabinet ensuite. Et ça me trottinait déjà dans la tête depuis un certain moment, mais j'attendais que mes enfants soient un peu plus grands pour pouvoir me lancer. Donc une fois que ça a été fait, il n'y avait plus qu'à choisir une zone de chalandise et pouvoir se lancer. Passer le pas. Quel est ton parcours? Quelles études tu as faites? Donc aujourd'hui il a changé, mais quand moi j'ai fait audioprothésiste, c'était un concours pour profession paramédicale. Du coup j'ai fait mes études à Lyon. Après le concours d'entrée, on a 3 années d'études, pendant lesquelles on fait à peu près 6 mois de théorie, 4 mois de stage. Donc c'est bien parce qu'on allie la théorie et la pratique en fait. Et très souvent, on voit différents audioprothésistes, donc différentes façons aussi d'exercer son métier. Et on a un peu comme des éponges, on apprend beaucoup. Et après quoi, souvent on se salarie pour pouvoir continuer à pratiquer, à progresser. Tout à fait. Ok. Quel était ton rêve de petite fille? Est-ce que c'était d'être audioprothésiste? Est-ce que tu avais un rêve totalement autre? Non, pas du tout. C'était en fait, quand j'étais petite fille, on m'appelait la défenseuse de la veuve et de l'orphelin. Donc je voulais plutôt être avocate en fait. D'accord. Et j'ai fait mon stage en 3e année, quand on est en 3e, on fait un stage de 15 jours en entreprise. Ça m'a pas plu du tout, je me suis dit, c'est pas du tout ce qu'on voit dans les films en fait, donc il n'y a pas de justice, non. Donc j'ai dit, pas ça, et en fait ce qui est rigolo c'est que mon métier, c'est un peu d'informatique et beaucoup de soins, et mon père est informaticien, ma mère est infirmière, donc je pense qu'en fait... c'est génial d'avoir fait en fait le lien entre les deux. Je sais pas si, en fait... C'était conscient ou pas, mais... Non, mais finalement, voilà. Voilà, c'est vrai. Non, très bonne analyse, c'est vrai. On a toujours un peu la moitié de nos parents aussi, donc tout à fait. Quelle a été ta plus grande sortie de zone de confort? Alors,
en fait, j'en ai eu deux. La première, ça a été lors de la rupture conventionnelle, ma première salariée. En fait, on nous apprend beaucoup à être audioprothésiste dans nos études, mais on ne nous apprend pas du tout à être un chef d'entreprise. Et c'était un peu comme un aveu d'échec. C'était quoi? Ouais, pourquoi tu pars? Ouais, c'est mon premier... Oui, c'est comme une rupture sentimentale aussi. Hein, mine de rien, on est lié à nos salariés, etc. Donc quand on se sépare... Et oui, et puis on a envie de comprendre aussi pourquoi. Et donc là, j'ai fait une formation de management grâce au mari de Laurence Brummer, qui est aussi FCE. Oui, tout à fait. Et du coup, ça m'a beaucoup aidée pour le développement de mon entreprise ensuite. Et maintenant, j'ai une super team. Donc j'ai 4 salariés et des bons recrutements. Et je pense qu'en fait, c'était un mal pour un bien. Parce que j'aurais peut-être pas fait cette formation sans cette petite épreuve. Et elle me sert beaucoup pour la suite. En fait. Pour la suite, c'est bien, tu as su rebondir derrière. Ah oui, on se remet en fait, que ça te fasse sublimer ton travail et pouvoir encore plus progresser et tout. Et c'est quoi la deuxième sortie de zone de confort? Tu m'as dit cette année. Cette année. Cette année, j'appelle ça une crise de croissance. Ça veut dire qu'on progresse et ça, c'est génial, mais pas autant qu'on devrait par rapport à la masse salariale que j'engage en fait. Et du coup, on sait que c'est pour le mieux, mais là, on est dans le mode dos rond et il est pas très confortable du tout. Mais ça va aller, on a beaucoup de beaux projets. Encore une fois, j'ai une super équipe qui me suit, il y a de bonnes volontés. Donc, ça te demande beaucoup de patience aussi, du coup. Ça demande... c'est pas vraiment de la patience, mais ça demande plutôt un peu de la résilience en fait. De la résilience, ouais, c'est ça. On se dit, bon, moi je voulais aller là en tel temps, finalement c'est pas possible. Donc ok, c'est pas grave, on va y arriver quand même, mais on est plus d'étapes au milieu, voilà, c'est tout. Ouais. Ok, non, je vois, effectivement. C'est un peu la vie de l'entrepreneur en fait. Oui, tout à fait. La qualité principale de l'entrepreneur aujourd'hui, c'est la résilience. Mais effectivement, la résilience nous fait aussi sortir de notre zone de confort. Tout à fait. Qu'est-ce qui te rend le plus fier? Enfin, qu'est-ce que tu as fait dont tu es le plus fier et que tu as envie de partager avec nous aujourd'hui? Et ben pour le coup, mon équipe. Voilà, tu vois, c'est parce que oui, en fait, j'adore cette symbiose qu'on a. Il y a certes une petite hiérarchie, mais on la sent pas parce qu'on est hyper complémentaires dans chacune de nos compétences en fait. Et je trouve ça génial d'avoir pu découvrir des potentiels. Je pense que je leur apporte, mais ils m'apportent tout autant. Donc en fait, c'est un beau voyage. Je pensais pas que j'allais autant m'éclater dans le management. C'est vrai, quand on fait un bon recrutement, je trouve ça transcendant en fait, vraiment de pouvoir partager avec les personnes l'aspect de confiance, etc. Oui, c'est et ça. Du coup, ça facilite le quotidien aussi dans l'entreprise et dans l'évolution. Et puis on a envie d'y aller tous les matins, quoi. On se dit chouette, il y a ma team, je les retrouve. Donc, pourquoi tu fais ce que tu fais? C'est quoi ta vision, ton pourquoi? C'est quoi qui t'anime au quotidien? Déjà, je trouve que j'ai un métier qui a un sens. C'est que on restaure la communication des patients, on arrive à leur faire retrouver, à casser leur isolement et leur faire retrouver ce qui leur manquait avec leur entourage parfois. Donc ça, c'est un premier leitmotiv. Donc faire du bien autour de soi finalement, c'est ça. Et pour le développement, ce qui m'anime, c'est de pouvoir partager un peu cette vision que j'ai des choses et mon ambition. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi mon enseigne. C'est que Sonance Audition, c'est vraiment une enseigne qui met en avant les audioprothésistes et leur travail pour la qualité d'écoute du patient. Donc c'est pas vraiment un produit, c'est nous en fait, le travail notre expertise pour le bien des autres en fait. Donc voilà, bon. Finalement, t'as pas fait avocat, mais peut-être quand même derrière. Il y a un petit truc. C'est ça. Tu m'as dit que tu avais 2 enfants. Oui. Donc tu lis aujourd'hui ton rôle de chef de famille et de chef d'entreprise. Comment tu fais? C'est quoi ton secret? C'est un conseil à partager. Le maître mot, c'est l'organisation de ça. Donc tout le monde l'a dit aussi. Ils ont quel âge les 2? Alors ils ont 11 ans et 9 ans, donc ils sont hyper autonomes aujourd'hui. Mais ça, c'est déjà une autonomie que j'aurais donnée petit. Et je les ai beaucoup intégrés, parce que je suis maman solo, mais je les ai beaucoup intégrés dans mes projets d'entreprise tout de suite. C'est-à-dire que sur les chantiers, ils viennent avec moi, au travail, ils viennent avec moi, on choisit l'immeuble, ils viennent avec moi. Trop bien! Et oui, et du coup, en fait, il y a une évolution aussi, puis ils me demandent à chaque fois, à la fin de la journée, c'est
comment ça s'est passé votre journée, voilà. Et eux, c'est et toi, comment ça a été tes patients aujourd'hui? Trop mignon, non, ouais, carrément. Ils sont hyper impliqués aussi. Ils sont impliqués et puis du coup, ils comprennent que ça demande du temps, ils comprennent que là, je suis pas forcément disponible et à l'inverse, les moments qu'on partage ensemble, ils sont aussi au courant que c'est des moments que je privilégie pour eux, donc voilà. Ce sont des moments de qualité, effectivement, c'est peut-être moins présente qu'une maman qui est là H24 avec eux, mais tes moments sont vraiment de qualité et leur sont entièrement dédiés en fait, et pas à moitié présente sans être là ou quoi, donc oui. Tout à fait. Ok. T'as une deuxième famille aussi que t'as rejoint, qui est la famille des FCE, des femmes chefs d'entreprise de la délégation de Cannes. Depuis combien de temps tu fais partie des FCE? Quel est ton rôle aujourd'hui au sein des FCE et pourquoi tu les as rejoints? Alors, ça fait beaucoup de questions, 1000 questions. Donc, les femmes chefs, c'est ma famille de cœur pour moi. Ouais. Ça fait 3 ans que j'y suis et en fait, dès la première fois où j'ai été, je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce que c'est que cette énergie, ce dynamisme, cette bienveillance aussi. C'était comme une petite parenthèse enchantée dans notre quotidien un peu isolé aussi de chef d'entreprise et aussi de maman. Oui. On s'est dit, mais en fait, on se retrouve et puis on voit aussi des super réussites, des Wonder Woman. Mais c'est trop chouette, je veux être comme elle, moi aussi, je vais y arriver. Donc voilà, donc ça fait 3 ans, depuis presque 1 an que donc, je suis au bureau en tant que secrétaire avec Annie Spillers. Pourquoi je les ai rejoints, c'est qu'en fait dans mon parcours, il y a eu plusieurs fois on m'a relayé à juste le fait que je sois une femme en fait, et pas autre chose qu'une femme. Et du coup, j'étais accompagnée par le réseau Initiative. Okay. Et lors de l'accompagnement, je leur ai dit, mais s'il vous plaît, donnez-moi un réseau de femmes chefs d'entreprise. Je veux ressentir que je ne suis pas la seule et qu'on pose d'autres questions, mais pas que moi en fait. Parce que c'était vraiment le banquier, les conseillers. Malgré les chiffres de Valbonne, sur Grasse, on m'a dit, mais comment vous allez faire une double production? Vous avez des enfants? Ok. Oui, et alors je l'ai déjà fait une fois, donc il n'y a pas de raison que j'arrive pas plus. C'est ça, c'est vrai que... Et c'est à ce moment-là en fait qu'on m'a donné contact de Julie Perromier, qui était alors au recrutement, et qu'après j'ai pu rejoindre cette belle famille. Voilà. Mais c'est vrai qu'on ne pose pas les mêmes questions à nous, les femmes, qu'aux hommes. Pourtant, on fait la même chose. Il y a un moment où j'étais insurgée même, parce que c'était, mais que tu vois mon travail est un prévisionnel devant tes yeux, et en fait la seule chose c'est qui je suis, ok, alors, c'est ça, mais au lieu de voir qui je suis professionnelle, audio, en fait quand j'ai ouvert ici à Valbonne, j'ai un ami qui s'est installé aussi en même temps, pas très loin, dans une zone proche en fait. Et le banquier n'a demandé qu'à moi d'aller voir le réseau Initiative. Donc... Et parce que nous, les femmes, on a besoin d'accompagnement, bien sûr. Les hommes, c'est inné, bien sûr. En fait, il faudrait qu'on puisse être vraiment, qu'on prouve à égale compétence, finalement, qu'on n'ait pas à se justifier d'autre chose. Ouais, c'est ça, en fait, de ne plus avoir à se justifier sur la question des deux. Ouais, je suis assez d'accord. Quel est ton combat qui te tient le plus à cœur? Ah bah je crois que t'as compris. Bon bah c'est clairement l'égalité, mais pour le coup l'égalité pour tout, pas que homme-femme, c'est vraiment l'égalité, les chances de réussite. Alors, ça c'est un peu la défense de la veuve. Ça veut dire que voilà, c'est pas, notre naissance elle définit pas tout, c'est plutôt les valeurs que l'on prône et ce qu'on est capable de montrer, de prouver aux autres. Donc voilà, l'égalité pour tous. Et à ce titre, d'ailleurs, j'adore le combat que mène Marie-Louise Gourdon. Je suis le Mars d'égalité depuis l'ouverture parce que ça rejoint vraiment... voilà. Bah oui, tout ça, ça va avec ce qu'on fait. Donc, juste pour Marie-Louise Gourdon qui s'occupe du mois de mars de l'égalité, notamment sur l'agglomération de Grasse. Elle est aussi à la mairie de Montsartou. C'est elle qui fait aussi le festival du livre de Montsartou. Enfin, voilà, elle aussi, elle a beaucoup de casquettes. Elle devrait essayer de nous rejoindre derrière parce qu'on a besoin de femmes comme elle aussi. Et effectivement, c'est un beau projet. Le mois de mars de l'égalité où on va promouvoir l'entrepreneuriat féminin, l'ouverture des possibilités et des parcours aussi. Donc, c'est un super... Oui, un garçon peut aller vers des métiers que la société dit de femmes et inversement. Tout à fait.
c'est très beau ce mouvement-là pour prouver à... Mais il y a encore vraiment des filières qui sont, enfin moi je le vois à l'université, genre en génie biologique que des filles, en qualité logistique ou en informatique que des garçons. Donc on a encore du travail à faire. On a encore un peu de trucs. Ouais. Et en plus les comportements ne sont pas les mêmes. En génie biologique, les peu de garçons qu'il y a, ils sont souvent au contraire pas du tout effacés, à beaucoup s'imposer. Et à l'inverse, les filles qui sont dans des classes que de garçons ont des caractères très fluets, très calmes, très en retrait. Et on va dire, mais vas-y, quoi, pousse la porte. On va pas la pousser pour toi, donc vas-y, quoi. Enfin, mais on va l'aider. On va l'aider, c'est ça. Tout à fait, j'ai à peu près le même combat, donc ça fait ça, quelle est la personne qui t'inspire le plus? Alors moi, c'est Simone Veil en fait. C'est une personnalité publique que tout le monde connaît, mais pour plusieurs... je sais clairement ce livre pour plusieurs... Déjà, sa résilience, donc énorme quand on connaît son parcours. Après, ses combats pour la femme. Mais ce que j'aime aussi, c'est que, et ça, peu de gens le savent, c'est qu'elle a aussi travaillé pour toutes les personnes qui étaient en prison. Et qu'en fait, elle cherchait à faire en sorte que leurs droits ne soient pas bafoués. Et quand on connaît en fait son histoire avant, on se dit qu'elle a réussi à préserver son humanisme malgré tout. Et pour moi, c'est vraiment une femme forte, dans toutes ces étapes, quoi. Et dans ce qu'elle représente aussi au niveau de la résilience, etc. Et de ce qu'elle a vécu et de ce qu'elle a réussi à en faire plus tard et des combats qu'elle a continué à mener. Elle aurait pu être essoufflée, entre guillemets, et pourtant elle a... Non, elle a il y a des choses qu'on a, des droits qu'on a aujourd'hui, et clairement c'est grâce à elle. Quoi. C'est ouf de se dire que c'est grâce à une personne qui a eu le courage, qui a osé, qui a été résiliente, etc. Donc, c'est une femme d'engagement un peu comme nous dans un moindre niveau en fait. C'est ça. On prend un peu des mandats, mais c'est un peu... C'est un peu au-dessus. Mais on se divise. C'est d'accord. Ok, on est prête pour la dernière question. Qui est plus si secrète que ça maintenant, mais elles sont préparées maintenant les nouvelles. Ok, donc on a beaucoup parlé de ton passé, ton présent, on a parlé de ton futur le plus lointain possible et on va aller jusqu'au jour de ton enterrement. Okay. Donc je te souhaite le plus loin possible et on part du principe que tu as eu la vie que tu rêvais, que tu as accompli les rêves, les objectifs que tu voulais et c'est la fin du beau livre. Okay. Et ce jour-là, tu peux assister à ton enterrement et tu peux surtout entendre ce que vont dire tes proches qui vont faire un hommage, d'accord, comme à tout un enterrement. Et ma question, c'est qu'est-ce que tu souhaiterais que tes proches disent de toi ce jour-là ou qu'est-ce que tu penses qu'ils diraient de toi ce jour-là? Donc à quoi ressembleraient un petit peu les principaux mots Alors penser, c'est un peu prétentieux, mais alors pour ce que je souhaiterais, ce que je souhaiterais, c'est que j'ai œuvré un peu ou beaucoup à leur bonheur, que ce soit mon entourage très très proche, la famille, mais même mes deux autres familles. Je pense que j'espère que j'aurais pu leur inculquer de la force quand ils avaient besoin de moi et de la joie dans les moments les plus courts pour eux. Voilà. Ok. Ça serait un peu cette lumière dans tout ce que... Ouais, j'ai un petit peu. Ok, merci beaucoup. Et ben c'est la fin de l'émission. Je crois que j'ai une dernière question pour moi. Alors, ça rejoint peut-être une des questions que tu as posées, mais on va chercher un moment précis si tu veux bien. C'est une question que j'aime bien poser pendant mes recrutements. C'est vrai. Il y en a certaines, celle de l'enterrement, je la pose pendant mes recrutements. Ah ouais, d'accord, donc tu vois. mais j'avoue qu'elle est inattendue, donc on sort de la zone de confort de l'entretien. Si tu devais citer dans ton parcours professionnel un seul événement où tu t'es senti le plus fière et qui t'a le plus comblé, lequel serait-il? Où j'ai été le plus fière. Un seul? Oui, un seul. Ça veut dire le climax, quoi. Le climax. J'avoue que c'est quand même un chouïa au-dessus. C'était au début d'année quand j'ai sorti mon livre et que j'ai été invitée sur le plateau d'Arte. J'avoue que c'était pas du tout prévu. Moi, je sortais mon livre en mode ok, je fais un truc, ça met le point final à toutes mes années de recherche sur le carnaval, etc. Et en fait, de me dire, genre un jour ou 2 jours avant que mon livre sorte officiellement, genre je suis reçue sur le plateau d'Arte à Paris dans l'émission 28 minutes où c'est quand même des grands auteurs, des grands conférenciers qui y vont. J'avoue que j'ai beaucoup stressé déjà, pourtant j'adore la prise de parole en public, mais là j'ai un peu stressé et j'ai été fière d'avoir pu partager ça
et d'avoir cette reconnaissance-là qui n'était pas du tout prévue et estimée. Et j'avoue que ouais, c'était un très très beau moment et ça m'a permis de me dire ok, j'ai fait les bons choix et ça m'a donné confiance. Je me suis dit ok, je suis 1000 fois reconnaissante pour ça et ça paye du coup. Ça paye, ça paye voilà, l'effort, les doutes, etc. Oui, parce que ça faisait combien de temps déjà que tu faisais le carnaval? Alors le carnaval, j'y étais pendant... Alors carnaval de Nice, j'y étais 5 ans. En tout, j'ai fait presque 7 années de recherche sur les carnavals dans le monde. Quand j'ai écrit mon livre, alors mon livre en vrai, je l'ai compacté en une semaine. J'ai fait un peu dans ce qu'on appelle à la Bill Gates une Think Week. Je suis partie une semaine dans ma maison en Tunisie et j'ai dit à la fin de cette semaine-là, je sors mon livre. Parce que ça faisait des années qu'il était sur ma to-do list. Une semaine pour ouais, une semaine, mais genre vraiment en deep work pour tout compiler. J'avais plein de recherches, en fait, j'avais surtout besoin de les compiler, de les mettre en page. Et après, quand je suis revenue en France, je me suis dit, ok, maintenant, il faut trouver un éditeur. Et j'avais toujours en tête l'image de J.K. Rowling, que j'enseigne aussi sa résilience dans mes cours, où j'explique que quand elle a sorti Harry Potter, c'était une femme, mère célibataire au chômage, qu'elle a envoyé presque plus de 1000 demandes à des éditeurs. Et quand j'ai commencé mes recherches d'éditeurs et que j'ai eu des refus, que j'ai pas eu de réponse, etc., j'ai failli abandonner. Et en fait, je me suis dit, il y a vraiment une phrase que je me suis dit dans ma tête, je me suis dit, je suis une grosse merguez. Si je m'arrête au bout de 50 mails, alors qu'elle en a envoyé 1000. On s'arrête là-dessus parce que ça va rester cette phrase, d'accord. Et j'ai envoyé en tout plus de 150 demandes et j'ai trouvé mon éditeur, qui est une grande maison d'édition à Paris. Donc, et j'avais fait la persévérance, c'est hyper important dans le parcours d'entrepreneur. Et derrière, que ça soit qu'un grand plateau télé ait lu mon livre et a envie de le présenter et tout, c'était le Graal, voilà, vraiment. Bravo. Merci. Donc c'est la fin de l'émission. Merci beaucoup Whitney pour ce moment entre filles et pour ta douceur et ta bienveillance. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission et on vous dit au revoir. Au revoir.